Bonjour, bonsoir amis lyonnais, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Gone Back pour le retour des interviews exclusives. Et on est très heureux, toute l'équipe de Gone Back a travaillé à la venue d'Anthony Réveillère. J'espère que tu vas bien déjà, Anthony. Ça va bien, merci. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux, et oui, évidemment, c'est la nouvelle année, donc le retour des invités exceptionnels. Et on va commencer dans le vif du sujet, et très certainement par le début. Et le début, c'est quoi? C'est ta signature à l'OL en 2003. Alors, tu sais, on est en période de mercato. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment ça s'est passé? Comment l'OL a établi les contacts? Et finalement, comment t'en es venu à arriver à l'Olympique Lyonnais? Ouais, je suis arrivé en 2003 après une demi-saison à Rennes Mhm. et un prêt à Valence en Espagne où je dirais l'option d'achat n'a pas été levée parce qu'il y avait des difficultés, on va dire, financières, on va dire, sur les clubs espagnols à l'époque, avec les garanties notamment bancaires. Ah, Et puis j'aurais dû signer un an auparavant, et ça ok. s'était pas fait vraiment au dernier moment. Et bon, après, tout le monde sait que j'ai eu Paul Le Guen, on va dire, au Stade Rennais, donc qui me connaissait bien. Et puis, finalement, ça s'est fait naturellement, justement, suite à mon prêt à Valence, d'avoir connu aussi la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, et puis j'avais des velléités de départ aussi. Un bon de sortie, forcément, ça s'était pas fait un an Ouais. auparavant, donc du coup, ça s'est fait naturellement, et là, ça a été plus rapide. Et on va dire, il y avait deux clubs, c'était l'OL ou l'OM. Ah, déjà. Je sais que c'était un peu la guerre à l'époque. Un peu. J'avais bien compris que souvent, ils voulaient les mêmes joueurs. C'est vrai. Et puis, non, ça s'est fait naturellement, déjà parce que Lyon, Ouais, qu'est-ce qui t'a fait choisir finalement? déjà le fait que, alors, j'ai beaucoup aimé Marseille pendant ma jeunesse. Après, ça n'a jamais été vraiment un rêve de jouer là-bas, même si, voilà, quand il y a cette opportunité-là, on y réfléchit à deux fois, forcément, parce qu'à un moment donné, il faut faire un choix, donc il faut peser le pour et le Oui, contre. évidemment. Mais et puis surtout que ça s'était pas fait pour diverses raisons, à mon grand regret, à l'OL, donc sans rancune. Donc du coup, ce qui a pesé, bon, forcément, le fait que l'OL soit le meilleur club français du moment, Ok. avec ses deux titres de champion. Et puis forcément, un coach qui me connaissait bien, Ça, c'était des avec un garanties. discours, forcément, Garantie, oui et non, parce il m'a rien promis. Hein. Il m'a rien promis. Notamment, c'était de venir pour jouer des deux côtés, à Ok. droite et à gauche, parce il aimait bien ma polyvalence, et il en a usé et Et abusé, abusé. même au Stade Rennais. Et puis non, et puis après j'avais eu Perrin de Marseille, mais après c'est un feeling, et forcément oui, pour ma progression, le fait aussi d'avoir connu la Champions League 6 mois auparavant avec Valence, je dirais ça s'est fait naturellement. Et puis c'est vrai que non, j'ai bien aimé aussi Lyon. Après Marseille, voilà, c'est un peu la folie, on va dire, au niveau football, au niveau vie privée aussi. Donc voilà, tout ce petit mix fait que j'ai choisi l'OL, et puis vraiment sans regret. Mais sans regret, mais justement, tu parlais de la Champions League. Alors, c'est vrai que Lyon, voilà, n'est plus si souvent accoutumé à jouer la Ligue des Champions maintenant. C'est problématique, mais à l'époque, comme tu le dis, ça a joué dans ton choix, retrouver la Ligue des Champions, être dans un des meilleurs clubs en France. Toi, tu as vécu quand même des sacrés matchs de Ligue des Champions. On va rappeler évidemment Porto en 2004, Eindhoven en 2005, Milan en 2006. Quelle élimination, entre guillemets, ou quel parcours, si on veut voir le côté positif, t'as le plus marqué, et qu'est-ce que tu peux nous raconter de ces épopées extraordinaires? Non, les épopées, la plus frustrante forcément, parce que c'est que des matchs à élimination dont tu m'as parlé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, la plus frustrante,
c'est le PSV Eindhoven pour moi. Pour beaucoup. Avec l'équipe. Comment? Oui, pour beaucoup. Bah déjà avec voilà, c'est vrai que s'il y a eu la VAR, ça aurait peut-être changé le monde. Mais avec Dessy, on pourrait refaire le monde. Après, non, c'est la physionomie, puis surtout l'équipe en fait, qui la force qui se dégageait de cette équipe. D'ailleurs, ça s'est joué à très peu de choses. Ah, rien. Et puis surtout voilà au penalty, et puis surtout sur une action litigieuse sur Nilmar. Mais après, il faut avancer, forcément. Après, quand on y repense, on se dit, ouais, ça aurait pu. On aurait voulu voir ce que ça aurait pu donner, même par la suite. Après, oui, bah, toutes les éliminations, même Milan, la physionomie du match, c'est un peu cruel. Et ouais. Sacré pipeau à la fin. Et ouais. Voilà. Après, Porto, moins. Porto, je trouve que. Bah, d'ailleurs, ils sont champions d'Europe. Ouais. On est, enfin, je pense, un ton en dessous par rapport aux deux éliminations dont j'ai évoqué. Non, pour moi, c'est plus à Eindhoven, c'est vraiment scénario crucial. Vraiment, voilà, où on sentait que, je ne vais pas dire qu'on. Mais c'est ma question On allait au bout, mais on prenait étape par étape, mais on sentait que voilà, on avait une équipe qui pouvait rivaliser avec tout le monde, et puis. Et on n'avait pas à rougir parce qu'on avait un effectif et une force collective qui faisait que on se sentait fort. Et après, bon, c'est. On vous a enlevé quelque chose. Comment ? Comme si on vous avait enlevé quelque chose. Mais plus largement, c'est ma question suivante. Déjà, est-ce que l'OL pouvait remporter la Ligue des Champions ? Je pense que quand on est en quart de finale, on peut au moins l'envisager. Mais une question un petit peu plus large, est-ce que le groupe était bâti dans cette optique-là, à savoir aller le plus loin en Ligue des Champions et advienne que pourra ? Sur Eindhoven, ouais. Sur Eindhoven, oui. Après, j'avais entendu dire que si on a vu Karim Benzema, on aurait pu aller au bout, mais on avait quand même des joueurs, sacrés joueurs, joueurs talentueux. Je crois que c'était Nino Wiltord qui jouait devant toi. Il jouait devant, ouais, même voire neuf. Non, on avait des sacrés joueurs, on a une sacrée équipe. Quand on voit le 11, Malouda, Govou, Wiltord, au milieu, il y avait Gila Diarra, il y avait Essien, il y avait Juninho, Greg dans les buts, il y avait Abidal, Chris, Cassapa. Enfin, c'était voilà. Après, on peut toujours discuter forcément sur une profondeur de banc. Après, je sais que à cette époque-là. Si on en discute à l'époque, on va en discuter aujourd'hui, parce que c'est pas la même qualité, même sur le banc. Pas se mentir. Non. Après, oui. Après, il y avait peut-être un peu plus de jeunesse, mais je pense pas que ça aurait forcément fait la différence. Après, chaque coach est différent dans sa gestion aussi de collectif. Il y en a qui veulent beaucoup de joueurs et puis gérer. Après, il faut gérer ses joueurs aussi sur une saison aussi. C'est pas forcément évident. Mais non, au-delà de tout ça, je pense que ça s'est joué à des détails. Et si on reprend Eindhoven, pour moi, on perd peut-être le match au match aller, où on fait match nul. On a une balle de 2-0. On a une balle de 2-0 et il marque un but sur une frappe contre un peu le cours du jeu quelque part. Et comme je dis, c'est beaucoup de petits détails qui fait que après on peut ressasser, mais à un moment donné, c'est la réalité du moment. Et puis, je dirais après l'élimination, forcément, il faut digérer. Et puis après, il faut se remettre au boulot pour terminer le championnat. Sur le plan national. Et puis la vie continue, quoi. Et justement, tu parlais du coup que c'était un regret. Évidemment, on ne peut pas recevoir Anthony Reveiller sans parler du match de la Roma. Ça reste aussi compliqué et ça reste aussi dans le souvenir des Lyonnais très compliqué. Évidemment, on est obligé de te poser la question, mais on te l'a dit 100 fois. Moi, j'ai envie de la tourner différemment. Est-ce qu'on n'en a pas un peu trop fait sur le geste de Mancini et sur ce but qui reste stratosphérique, mais est-ce que pour toi,
c'est un simple fait de match ou ça a été compliqué pour toi de digérer cette action et du coup ce match? Alors digérer, oui forcément parce qu'après ça passe en boucle, tout C'est ça. ça? Après, c'est plus la situation qui et je dirais l'avant-match, tout ça, dans les conditions, on va dire, on sait pas toujours tout dans le football. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas joué le match aller, j'étais pas parti pour jouer le match retour. OK. Après, il y a eu des faits, j'étais dans une prolongation aussi en discussion avec le club. Mmh. Et voilà, il y avait des choses où, je dirais, sur le match aller, je sais que j'ai appris que j'avais pas joué parce que je mettais un peu de temps à re-signer. D'accord. Donc, Ah oui, super. non, mais après, il y a plein de choses. Après, je cherche pas d'excuses, hein, mais et puis même sur l'action, je défends mal, je dois pas reculer. Mais ça fait partie, enfin, ça remet rien en cause. Mais c'est vrai qu'après, il faut rebondir, il faut être fort dans la tête parce que encore une fois, la vie continue. Ça s'arrête pas à un match. Ah On non. peut être bon, moins bon, on peut se rater. Et après, il faut avancer et rebondir et puis surtout pas plonger. Donc après, oui, ça fait partie d'un souvenir. En plus, voilà, d'une élimination où on a raté un peu on a raté le match Le match, ouais, bien sûr. en dedans et peut-être trop confiant par rapport au match aller où on fait un bon match, on les maintient. Et même si on marque pas ce fameux but à l'extérieur, mais voilà, ça fait partie d'un mauvais souvenir. Mais en tout cas, est-ce qu'on n'en a pas aussi un petit peu trop fait? Parce que je le rappelle quand même, tu fais 10 saisons à l'OL, tu fais 413 matchs, tu as 5 championnats de France, tu as 3 Coupes de France, 5 trophées des champions. Est-ce que finalement, c'est pas un petit peu rageant parfois d'avoir une action qui te colle à la peau alors qu'en fait, tu as été masterclass sur tout ton passage? Après, je te dirais que je suis pas quelqu'un qui a cherché la reconnaissance Ok. qui a fait ce métier, cette passion pour avoir la reconnaissance d'autres. Et après, comme tu dis, où on est dans une bulle quand on joue, Ok. on se met dans une bulle aussi. Pour pas se faire polluer aussi la tête par rapport à tout Bien ça. sûr. La chance qu'on avait à l'époque, c'était qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Moi, quand Ouais, j'ai arrêté, c'est vrai. il y avait Twitter, mais il n'y avait pas trop Instagram, ça commençait. Du moins Il à y avait l'OL. Téléfoot par contre. Téléfoot en pleine bourre, ça pouvait parfois être un petit peu piquant, notamment sur certaines images, quoi. Oui, bah après forcément, c'est l'actu du moment, mais après, Mhm. comme je dis, une semaine après, on parle d'autre chose. Bien sûr. Mais forcément, oui, c'est pendant une petite période, ça arrête parce que tu croises toujours des gens ou des gens qui vont en parler, mais t'avais moins ces réseaux sociaux qui pouvaient Bien sûr. C'est vrai qu'à aujourd'hui. l'heure actuelle, tu prends le même dribble de Mancini. À mon avis, c'est encore plus compliqué à l'heure actuelle Oui, qu'auparavant. puis après, c'est de savoir comment tu fais et comment tu le gères. Parce Bien que tu sûr. sais, tu peux être sur les réseaux parce qu'il y a des joueurs que je pense qui sont sur les réseaux sans Ah oui, vraiment être sur les réseaux parce ils se font gérer leur compte aussi. pas faux. Si tu y vas et que tu regardes les commentaires, là, tu te pollues la tête, tu te fais mal tout seul en fait. Et je pense que ça doit pas être simple à des moments de gérer ça. De couper, ouais. Parce que tu es atterri quand même par ces réseaux pour regarder l'actualité un petit Et peu. tes proches peuvent l'être beaucoup plus que toi, donc des fois, c'est pas évident à Et gérer après, oui, dans après, ce qui est l'entourage. plus difficile, alors pas forcément par rapport à ça, mais en règle générale, oui, Oui, c'est dans notre métier, c'est quand même. On a envie de protéger nos bien proches. sûr. Des fois, on a même ne pas envie de savoir ce qui se passe dans la presse. Ou moi, je sais que je n'aimais pas me polluer avec ça, mais forcément, on te le ramenait parce que ça énervait tes amis, ça énervait ta famille. Ils t'en parlaient pour savoir ce que toi t'en pensais, alors que toi, tu n'as pas envie d'en parler. Ouais, c'est ça. Et forcément, bah, à un moment donné, quand on te dit un truc, tu as envie d'aller
envie d'aller vérifier quand même l'info et se dire. Ah bon, on a vraiment dit ça sur moi? Ok. Et c'est quoi le problème, quoi? Non, après, c'est pas facile dans le feu de l'action de savoir comment agir. Après, moi, ma devise, ça a toujours été quand il se passe la meilleure des réponses, c'est pas en conférence de presse, c'est pas à travers les réseaux sociaux, c'est sur le carré vert. Et c'est là où tu mets tout le monde d'accord. Et quand tu parles de mes 10 saisons, sacré la bilan. première saison, je me fais siffler. J'ai connu ça aussi à Rennes pour d'autres raisons, mais j'ai été beaucoup blessé. Je suis arrivé de Valence. J'ai eu très peu de vacances parce que quand tu arrives dans un nouveau club, tu veux enchaîner. Justement, tu veux montrer. Tu veux montrer, tu veux rendre aussi toute la confiance qu'un club a misé sur toi. Et ça a été compliqué parce que je me suis blessé, je jouais à droite, je jouais à gauche, je me blessais, je revenais, tu veux en faire plus et finalement tu t'enfonces. Okay. Et forcément ça joue sur la confiance. Mais la plus belle des victoires, c'est quand tu sors à ton dernier match et t'es applaudi par les fans parce que tu sais que tu as donné aussi au club, tu as donné sur le terrain. Et surtout quand moi je me suis arrêté, parce que j'ai eu une petite période quand j'ai décidé de ne pas prolonger avec Lyon. J'ai eu 2-3 mois où je suis resté à m'entraîner, tout ça. Donc je suis resté sur. D'ailleurs, je suis toujours sur la région lyonnaise, mais j'ai croisé beaucoup de gens lyonnais qui m'ont remercié. Bien sûr. Et ça, je trouve, c'est la plus belle. Je te disais que je cherchais pas la reconnaissance, mais c'est une belle marque. À la fin, c'est bien. Mais c'est une belle marque parce que tu dis, tu as le sentiment d'avoir fait le taf, d'avoir donné, d'avoir rendu aussi des gens fiers, tout autant que ce que nous, faut pas oublier que nous les joueurs, oui, c'est un métier, c'est surtout une passion au départ, mais on a kiffé aussi. On a kiffé pas seulement gagner, c'est qu'on, comme je le dis souvent, pendant nos années, on gagnait, c'est qu'on prenait vraiment notre pied sur le terrain. C'est qu'il y avait du jeu, on prenait du plaisir. C'est ce que je dis, Anthony. Pour moi, c'était, si tu veux, c'était le summum qu'un joueur de foot qui devient professionnel, qui en fait son métier, arrive à lier travail et plaisir. La victoire, des titres et surtout du plaisir sur le terrain et surtout du plaisir collectivement en proposant du beau jeu, en se faisant plaisir, tu sens que tu marches sur l'eau, quoi. Mais justement, nous dans nos débriefs, on fait des débriefs à chaque match et c'est une notion que j'aime bien demander à mes chroniqueurs, c'est la notion de plaisir. Déjà, est-ce que les supporters ont pris du plaisir à voir cette équipe et est-ce que vous avez l'impression que les joueurs prennent du plaisir ? Parce qu'un collectif, c'est pas que des égos, c'est pas que un management, c'est aussi une histoire d'hommes et finalement une vie de vestiaire. Et ça, on peut le ressentir, nous, supporters, que par ce qui se passe sur le terrain. Tu l'as dit, c'est le dénominateur commun, c'est le terrain. Et parfois, on ressent pas cette fibre collective que vous aviez à l'époque. Et juste, j'en profite pour passer au nom de toute l'équipe, évidemment. Déjà, bravo pour tout ce que tu as fait à Lyon. Et sans essayer de te savonner la planche ou te faire de la lèche mal à propos, c'est surtout que Réveillère arrière droit, ça sonne. C'est concret, c'est palpable et c'est une fierté réelle. Et de toute manière, on le voit dans ceux qui t'ont succédé. Ça n'a pas toujours été très facile d'aller trouver un nouveau Anthony Réveillère. Alors, il y en a eu, il y a eu Christophe Jallet, il y a eu Raphaël sur les meilleures heures. Mais en tout cas, en valeur sûre, t'incarnais cette valeur sûre et ce respect. Et j'espère que les supporters te l'ont donné. Mais si tel n'a pas été le cas, moi, je te l'envoie en tout cas. Et je te remercie pour tout ce que tu as fait à Lyon. Après, c'est aussi à travers le jeu, à travers forcément ce que tu mets dans un match. Et après, la communion d'un stade. Moi, j'ai pas connu le Groupama.
on aurait voulu faire trembler le Groupama, comme Gerland a tremblé Bien sûr. quand ça sautait et tout. Et forcément, quand tu vois ça, et puis j'ai envie de dire, à travers tout ça, tous ces résultats, et ce que tu montres aussi sur le terrain, parce que des fois, j'ai connu aussi quand on était un peu dans les profondeurs, mais on s'est repris forcément parce qu'on a su faire le taf, mais on savait que les supporters étaient mécontents, on savait que, et à juste titre, mais que ça passait que par nous et par le terrain et par les résultats, des fois peut-être un peu moins beaux, mais Ouais, parce ouais. qu'il fallait des points pour remonter, c'était sous l'ère Puel. Moi, Une petite j'avais question, connu hein. ça à Rennes, et je me rappelle que je disais au mec, à un moment donné, voilà, on va peut-être pas être beau, faut se retrousser les manches, mais je sais que le public lyonnais aime ça aussi. Forcément, quand on a goûté au caviar, c'est plus compliqué après. À Mais repasser aux le Olympe, public c'est lyonnais pas ouf, aussi, quoi. je dirais pas c'est un public à l'anglaise, mais ils aiment les joueurs aussi qui se donnent, Bien sûr. alors forcément, pas tout parfaitement et tout, mais qui se donnent. Et puis au final, des fois, quand tu es moins bon, mais tu as quand même gagné et que tu remontes au classement, la finalité, c'est le classement et c'est d'aller chercher les objectifs du club et les objectifs de tous des supporters, des joueurs aussi, parce que personne n'aime être dans les bas du classement. Et puis notre place était là-haut et on a réussi. Et finalement, on a réussi à renverser la vapeur, mais après, on sait qu'à un moment donné, si on faisait ces efforts-là, le public allait suivre. Et c'est vrai que ce que je C'est ce qui disais manque il y a pas si aujourd'hui. longtemps, dans les couloirs de Gerland, on savait qu'on gagnait le match. Ok. Et on savait, on voyait dans les regards, même les joueurs nous le disaient, que les gars, allez pas trop vite, nous en mettez pas trop, mais ne serait-ce que par ces paroles, parce Ça a qu'à un bien moment donné, changé, Anthony. non, mais à domicile, on était un rouleau compresseur. Bien sûr. Parce que, et je sais pas si tu te souviens, sous l'ère Le Guen, où on avait. Après, je dirais, dans les victoires, on récupérait tellement vite, mais même s'il y avait 3-0 à la 80e, on ne faisait pas tourner. On allait Ah tout ouais. faire pour en marquer un quatrième. Et on continuait à attaquer parce qu'on avait envie, on ne voulait pas gérer le match, on ne se Et vous aviez gérait un pas non statut plus. à défendre aussi. Ouais, mais c'est vrai que. Mais après, on se prend au jeu et puis surtout, en fait, on était, je pense, transportés aussi par les supporters. Parce que les supporters, on les sentait derrière nous et c'était vraiment le 12e homme. Le 12e homme parce que c'était le feu, c'était chaud enfin, je pense que tu étais au stade, mais quand le public commence à sauter dans tous les sens et surtout à Gerland, c'était vraiment tout le monde. Ça allait Ouais. des COP en passant par les présidentielles, Jean Jaurès et tout. Et Tout le c'était stade beau, avec c'était beau. nous, ça avait du sens. Et on l'entendait et on le sentait, quoi. J'ai une question différente, si tu me permets. Dans le foot, c'est une histoire d'équipe, mais c'est aussi une histoire de concurrence. Et tu as eu à gérer une concurrence enfin plusieurs concurrences évidemment, mais une qui a marqué un peu le public lyonnais, c'est la concurrence avec François Clerc. Comment déjà on se met mentalement dans le trip de je dois résister à la concurrence et je dois gagner ma place ou tout du moins la garder. Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que c'était porteur d'espoir pour toi? Comment tu as géré cette concurrence? Alors moi, la concurrence, elle existe à tous les instants dans une carrière. Forcément, quand on est plus jeune, quand on commence, forcément, il y a toujours quelqu'un de plus âgé où on veut lui piquer sa place, ce qui est normal. Quelqu'un a délogé, quoi. Voilà, quelqu'un de logé, mais ça doit rester forcément sain. Et puis après, la concurrence, elle doit être loyale. Dans le football, on a des opportunités quand on joue, voilà, on doit être bon. Puis après, il y a les choix de l'entraîneur, mais forcément, il se dégage toujours
Pour moi, la concurrence, c'est toujours c'est le meilleur qui joue. Alors forcément, avec maintenant, on a beaucoup plus de matchs et on avait beaucoup de matchs à l'époque, donc forcément, des fois, il fallait tourner. Il y avait des gestions aussi, ce qui est tout à fait normal. Mais oui, ma concurrence, notamment à Lyon, voilà, a fait parler aussi. Elle a fait parler parce qu'elle n'était pas claire. Elle n'était pas claire. Je l'avais. C'est le cas de le dire. Avec François C'est le Clerc. cas de le dire, c'est vrai, sans jeu de mots. Mais non, c'était pas clair parce que en fait, je jouais quasiment 2 matchs sur 3, mais j'étais pas en sélection en plus à l'époque, donc c'était un peu bizarre. Et puis non, et puis à un moment donné, en fait, alors forcément ma polyvalence on m'avait recruté comme ça sous l'ère Le Guen. Et après, Ça t'a j'ai desservi trouvé. peut-être. J'avais le sentiment en fait qu'on en abusait en fait Ok. de ma polyvalence. Et notamment, je me rappelle l'année où, alors je crois que c'est sous l'ère Perrin-Galtier, où en fait il y avait Fabio Grosso, il y avait François Clerc et il y avait moi. Et en fait, il y avait François Clerc à droite, il y avait Fabio Grosso à gauche, et moi c'était droite ou gauche. Et donc quand il y en avait un qui soufflait, j'allais d'un côté, de l'autre, des fois, enfin, puis en étant aussi titulaire. Et ça m'allait pas en fait. Ça m'allait pas parce que je comprenais pas le concept. Et puis après, il y avait quelque chose qui était instauré où toi tu vas jouer tel match, l'autre il jouera tel match. Et pour moi, ça me convenait pas. C'était pas sain en fait. Ok. Donc, en fait, j'ai convoqué le bord lyonnais, président, directeur sportif. Ah oui, toi tu déconnes pas quoi. Ah mais déjà à l'époque il y avait un directeur sportif, c'est déjà pas mal. Ouais, Ah. Monsieur Faccioli. Non, il y avait Bernard Lacombe, puis les coachs en fait. Et puis voilà, je voulais avoir des réponses en fait à mes questions tout simplement. Donc bon, je me suis jamais mis dans la facilité. Hein. Ça aurait pu me coûter bien cher toutes ces histoires, mais je suis quelqu'un d'entier, donc en fait T'as bien fait. j'y vais et puis elle vienne que pourra. Et en fait, non, en fait, je leur ai proposé parce que moi, ça m'allait pas. C'était pas, pour moi, c'était pas la définition de la concurrence et Ok. c'était pas le meilleur qui jouait. Et, et tu sais, en fait, un joueur, quand tu es compétiteur, quand tu aimes le football, tu veux jouer. Euh, un joueur qui joue pas, même qui gagne beaucoup d'argent, il joue pas, il est malheureux. C'est malheureux à dire. Hein. Il y en a, Ah, il y ça, en a qui ont- il y en a mais une il y en a qui ont- palanquée actuellement. Non, mais il y en a qui ont des visions différentes. Tu peux après dire, bon, moi, voilà, c'est comme tu es, mais généralement, en plus, quand tu es blessé, tu es frustré, quand tu joues pas, et c'est plutôt sain. Il faut que ça soit sain, forcément. Oui, c'est. Oui. Quand tu es sur le banc, tu n'es pas content. Après, comme je dis, il faut toujours respecter la hiérarchie de l'entraîneur, même si, au fond, on en pense, autrement, mais il On en parlera après, tu verras. faut faire bonne figure. Et toujours est-il qu'en fait, je leur ai proposé les yeux dans les yeux. Je dis, moi, la concurrence me va pas. J'ai dit, je préfère qu'on me mette sur le banc. Mais à Quitte à une passer condition. à. Ok. Ah, oula. Non, j'ai dit à une condition. Par contre, le joueur qui passera à travers son match, je prendrai sa place et je la quitterai plus. Et en fait, ils n'ont pas accepté. Parce que je pense que ça leur a fait peur. L'exigence à Lyon, tu sais. Je pense que ça leur a fait peur et puis je sais pas, peut-être qu'ils sentaient le loup, mais moi c'était vraiment, je dis bon, au lieu de nous balader à droite à gauche, mettez-moi François Clerc à droite, Fabio Grosso à gauche. Je dis en plus c'est 2 internationaux, donc ça va bien. J'ai par contre attention, s'il y en a un qui flanche. on est dans la concurrence, celui qui passe à travers, malheureusement, bah, forcément, ça sera mon tour, soit à droite ou à gauche. En plus, je ne demande pas de préférence. Par contre, après, je bouge plus. Je vous dis, je vais pas bouger. Je vais attendre peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, et je bougerai plus. Et Bon, après. La finalité de l'histoire, c'est qu'ils n'ont pas accepté parce qu'ils ne sentaient pas le truc. Et la finalité, c'était l'année 2008 où les 2 derniers mois,
Là, les 2 derniers mois, il a vraiment fait son équipe type. Et là, j'ai joué. Là, j'ai joué Voilà. tous les matchs. Et on fait. Alors, je dis pas voilà, que Oui, il y avait une on gestion fait, d'équipe, mais on fait coupe championnat. Je dis pas que c'est grâce à moi, mais pour reparler de cette concurrence, ouais, ça m'a frustré à des moments où je comprenais pas en fait. Je comprenais pas les choix de l'entraîneur et sur des matchs Ligue des Champions. Et souvent, en plus, c'était souvent un match avant la sélection, avant l'annonce de la sélection. ouais, Là, ça pour c'est dire, rageant. non, mais en fait, on avait l'impression qu'il fallait mettre un tel pour justifier un choix d'un Une sélectionneur. sélection. Et après, tu deviens parano, en fait. Et Ok. tu te dis, mais pourquoi moi, j'ai pas le droit de jouer ce match-là? J'ai Ouais. pas été. En plus, je pouvais faire même un bon match avant, que Ça j'allais comptait pas. être récompensé après. Et forcément, et après, moi, je le cache pas. Mon optique, c'était d'aller en sélection parce que tu as toujours ça dans un coin de ta tête. Et tu dis, si tu es performant sur le terrain, bah, le Graal, voilà, c'est que tu veux représenter ta sélection et c'est que tu es récompensé aussi par ton bon boulot en club. Donc, ouais, j'ai assez frustré là-dessus. Après, j'en démords pas, mais c'est mon caractère, j'ai pas lâché. Donc, j'ai fait certaines actions parce que je le sentais comme ça. Et puis je pense qu'à un moment donné, c'est bien aussi de mettre. Voilà, de C'est tout à taper ton aussi honneur. sur la table et savoir ce que le joueur pense aussi. Mais Et pas si exactement, bien. mais après, estime-toi heureux. T'as pas joué ailier droit dans les matchs de Ligue des Champions. C'est quand même pas mal. C'était plutôt François Clerc qui remontait à ce poste-là. Je Ouais, crois, quoi si qu'à je dis Milan, pas de bêtises. quand je suis rentré Ouais. milieu droit. Ah oui, mais rentrez. Ouais. Mais bon, c'est toujours important la concurrence, mais c'est vrai qu'il faut que ça transpire la sérénité et surtout que ce soit sain et que ce soit pas subi par l'ensemble du groupe. On va voir si tu as bien suivi ta carrière. J'ai une petite date pour toi, 22 novembre 2008. Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est un mauvais souvenir. Je crois, ouais. Je À crois Paris. que c'est... Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, pour ceux qui nous suivent, peut-être pas, c'est ta blessure, évidemment. 22 novembre 2008, rupture des ligaments. Moi, je l'ai subi, mais bon, je n'étais pas footballeur professionnel. Mais, et tu refuses, en fait, l'opération. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment ça se passe dans ta tête quand tu es blessé et comment tu décides de revenir et comment ça s'est passé? Non, en fait, quand je me blesse à Paris sur un contact, je crois que c'est avec Julie. Julie veut, dans le début de match, il part en profondeur. Puis moi, je me mets en opposition voilà, avec ma jambe pour protéger le ballon. Je sens plus ma jambe, bizarrement. Et puis, je repars sur le terrain. Et puis, il y avait Cessignon. Je me rappelle, en plus, il me fait une feinte à droite, une feinte à gauche. Et puis, Stéphane Cessignon. Oui, Stéphane oui, il Cessignon. était assez virevoltant en plus. Hein. Ouais, très bon joueur. Et du coup, je suis parti à gauche et j'ai pas pu repartir à droite. Et j'ai l'impression que mon genou, ouais, je l'ai tenu. Mais je suis rentré au vestiaire, j'ai pas pleuré, tu sais, j'en ai pas fait des caisses en fait. Mhm. Et dans ma tête, c'était tout de suite, ok, je suis blessé, ok, putain, c'est le genou. Mais je pensais déjà quand est-ce que j'allais revenir, quoi. Ouais, il te fallait une date. Tu sais, quand tu as une blessure à la cuisse, après un certain âge, tu connais ton corps. Tu sais comment tu Ouais, vas tu réagir. l'évalues. Tu sais que Mhm. le mollet, ça va être long. La cuisse, ça dépend si tu sens si c'est une élongation ou une déchirure. Une déchirure, tu sais que ça va être un peu plus long. Là, le genou, tu connais pas, quoi. Donc, tu sais que ça sent pas bon, déjà. Et surtout au Surtout quand regard tu aussi du parles. staff. Hein. Aussi très souvent. Ouais, bah surtout quand tu as le kiné qui. Mhm. Tu vois un petit peu, tu regardes que sa tête et tu vois que quand il fait les tests, c'est pas bon. Mhm. Et puis tu repars en béquille. Donc, Ça, c'est mais encore moins bon. c'est moins bon, mais c'est vrai que ça a gonflé pendant un mois. Et puis je sais pas, dans ma tête, c'était. Ouais, je pensais au terrain, je pensais à revenir. Alors forcément, tu es loin de tout parce que tu es coupé du monde, hein. Forcément, tu ne sers Mhm. plus à rien.
t'es plus avec le groupe, tu regardes les autres jouer, c'est dur. T'as été Mais soutenu à focus ce sur le moment-là jeu. quand même? Oui, bah, forcément quand t'es blessé, mais après, après tout le monde me demandait La quand vie est-ce continue. que, ouais, c'est un peu c'est vrai que toi t'es à quai et le train il repart quoi, et tu sais pas quand est-ce que tu vas remonter. Et c'est vrai que, mais en règle générale, les joueurs sont un peu, je trouve, un peu délaissés, t'es un peu coupé de la vie de groupe, quoi. Ok. Et alors ça a peut-être Ça va changé vite? depuis, je suis pas sûr, mais Non. ouais, J'ai ça va pas vite. l'impression. T'as l'impression que t'es pas utile, quoi. Tu sers plus à rien, quoi. Voilà, on fait sans toi. Mais après, j'en veux à personne, hein. C'est Non, la non, non, vie mais des clubs, c'est mais la vie. même mentalement, quand ça t'arrive, enfin, moi, ça m'est arrivé, mais j'étais simplement jeune, j'étais en centre de formation. Mais le seul truc, c'est que quand ça t'arrive, en fait, c'est toi et toi-même, c'est toi et toi seul, en fait, qui peut revenir, qui peut se rebattre, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix de ne pas te faire opérer? Déjà, est-ce que ce choix était ouvert à l'époque ou alors est-ce que c'est toi qui t'es senti comme ça et qui voulait le faire comme ça? Parce que moi, j'ai pas eu le choix. Moi, c'était opération si je voulais refaire du sport dans ma vie. Mais toi, est-ce que tu avais le Non, choix? voilà. Et si oui, pourquoi? Alors, faut savoir qu'on a toujours le choix. C'est notre corps. Donc, bon, forcément, dans un milieu où il y a beaucoup d'argent, ça pose problème. Sous contrat, forcément, avec une valeur marchande. Après, non, j'ai pris ce choix parce que, en fait, avant l'opération, j'étais trottiné. Parce que je voulais être sûr à 100% que mon genou il n'est plus, en fait. Et Ok. j'ai fait des mouvements, j'ai fait deux, trois trucs sans faire le fou, hein, mais vraiment d'avoir mes sensations, de me dire, ouais, c'est mon corps, il n'y a que moi qui peut savoir, en fait. Et les sensations étaient plutôt bonnes. Alors après, loin de revenir sur un terrain, de se dire Ok. tacler, courir, sprinter, sauter, tout ça. Mais donc j'étais voir le professeur et je lui dis ça vous dirait pas qu'on fasse comme Pat Muller? Parce que Pat Muller s'était fait le genou, mais eux ne voulaient pas l'opérer parce qu'il lui restait 6 mois de contrat. Donc c'était pas dans leur Encore, intérêt. Non, mais encore une fois, la belle gestion. non, mais il lui restait 6 mois et puis lui aussi voulait être prêt pour l'Euro. Ok. Sauf que nous, on s'est entrecroisés et on a parlé. Donc lui, il me disait que bah, justement à la course, il n'avait pas les bonnes sensations et moi à la course, j'en avais des bonnes. Donc, Donc je t'ai dit, ouais. et lui, il voulait se faire du coup opérer alors qu'on voulait pas l'opérer et moi, je voulais pas me faire opérer alors qu'on souhaitait vivement que j'aille sur la table. Et là, je dis mais pourquoi lui, il a le droit? Et moi, non. Elle voulait pas le faire opérer. Et j'ai dit, moi, et en plus, j'avais demandé un délai. J'ai dit, on essaye 3 semaines, un mois. J'ai dit, je sais que je vais peut-être perdre ce laps de temps, mais j'en ai besoin. Je veux vraiment avoir les réponses à mes questions. Et j'ai dit, c'est pas neutre, une opération, c'est long, tout ça. Et j'ai dit, je sais pas. J'avais été voir aussi un autre professeur vraiment, mais qui me connaissait pas, pour vraiment avoir un avis Ouais, vraiment un truc objectif. objectif, ouais. Mhm. J'avais été en Suisse, je sais même plus c'est quoi ce professeur, mais il me connaissait pas. Et donc à la fin, je lui dis que je suis footballeur et que bah, c'est complexe. Donc lui m'avait dit ouais, non, sans l'opération, mais ça va être un peu long. Par contre, ouais, vous êtes dans le foot, ça va être compliqué de gérer cette situation. Effectivement, ça n'a pas été simple. Mais t'es Ça n'a revenu pas été 5 mois simple. plus tard, contre l'avis de tout le monde. Ouais, alors après, Et sincèrement, notamment de Claude Puel. C'était chaud avec le club, hein, mais en même temps, je comprenais la complexité aussi du club. Ça veut dire qu'il fallait recruter quelqu'un d'autre, que si je me blessais, parce que en fait, si je me faisais opérer, je revenais pour la saison d'après. Ah bah oui, tu prends Et quoi? Tu le prends fait de, 8-9 mois. voilà, et le fait de décaler, ça pouvait s'empirer. Et surtout, bah, après, en fait, j'empiétais sur la saison d'après, donc ça veut recruter un autre joueur.
J'avais 2 ans de contrat, donc même pour les renégociations, je pensais être compliqué. Une valeur marchande quelque part finalement pour le club. Et oui, mais en fait, j'ai pensé vraiment. J'ai dit, c'est Mais mon t'as corps, bien eu c'est raison. moi qui décide. Et sincèrement, T'as jamais regretté ce choix? non, bah, il m'a donné raison, mais sincèrement, je l'aurais assumé. Je l'aurais assumé. J'étais même prêt à laisser mes 3 mois de salaire parce qu'en fait, au bout de enfin, t'es payé pendant 3 mois et puis après, c'est l'assurance qui prend Le relais? l'assurance individuelle qui prend le relais. Et moi, quand j'ai repris à 2 mois et 29 jours. Donc, ça veut dire que si je me reblessais, ça veut dire que le club me repayait encore 3 mois. Ah oui, ok. Et j'ai dit, moi, sincèrement, c'est même pas une question. Ça, je le prends sur fonds propres au pire. Et ça, ouais, je voulais en fait, laisser mes 3 mois de salaire. Et le jour en fait où mon agent va négocier ça avec le club, donc déjà ce qui était totalement Bah, c'est impossible. altruiste de ta part quand même, c'est Non, quand mais, même généreux en soi. en fait, moi, c'était le geste pour leur montrer que voilà, c'était de bonne foi, que c'était pas une question de salaire ou quoi que ce soit. C'est vraiment de revenir sur les terrains le plus rapidement possible. Mais juridiquement, c'était impossible de laisser mes 3 mois de salaire, en fait, de m'asseoir Ok. sur mes 3 mois de salaire. Bon. Même si Raphaël l'a fait plus tard après. Après, je pense que tu trouves toujours des solutions au problème. Bah oui, Et Raphaël l'a il fait. s'avère que ce jour-là où mon agent va pour discuter ou avait discuté avec le club, la médecine du travail me donne l'accord pour reprendre sur les terrains. Ben voilà. En même temps que François Clerc et Mathieu Bonnemer voilà. à l'époque. Non, parce que lui s'était blessé aussi au genou et en fait on est revenu au même moment. Et c'est vrai que j'ai dit, écoute, moi, vous réglez vos histoires. Moi, de toute façon, je suis tout seul, je suis sur mes rails, je fais mon travail, je suis là pour revenir en fait. Et puis ouais, j'ai pris, ça a duré 5 mois parce que pendant un mois, il y a eu quand même pas mal de discussions. Donc pour moi, j'avais perdu un mois. Mais j'ai pris mon temps quand même pour revenir, pour être sûr, pour avoir les bonnes sensations et puis revenir en fin de saison. Et en fait, ouais, c'est vrai que le but c'était de rejouer. Ça n'a pas été évident au début parce que tu as l'impression que tu as 40 000 spectateurs. Mon premier match, je crois, c'est contre Nantes. Quand je reviens, je suis pas sûr. Ah là, t'es scruté. Et là, mais tu as 40 000 spectateurs, tu as l'impression qu'ils te regardent que toi et ton genou en fait. Parce que c'était devenu vraiment, ça avait fait le buzz quoi. Ah bah, et en fait, ce qui m'a dérangé dans tout ça, c'est que moi, je voulais que ça reste, vraiment cloisonné à la vie de groupe quoi. Ouais, anonyme. Enfin, on n'a pas besoin d'en parler, on n'a pas besoin d'en faire tout. Enfin, que ça reste entre nous. Et c'est vrai que le professeur avec qui j'ai fait le deal, franchement, il m'a lâché. Il a fait sa pub. Et il a fait sa pub. Il a dit s'il se fait mal, c'est lui, c'est pas moi. J'ai pas donné mon accord. Bon, après, j'ai compris qu'en fait, je m'étais engagé quand même dans quelque chose, dans un rouage qui n'allait pas être évident. Mais sincèrement, j'étais dans ma bulle, j'ai été contacté par tout le monde, par tous les journalistes qui voulaient savoir, mais j'ai fermé la porte à tout le monde en fait. J'étais vraiment là, pour le coup, j'étais vraiment dans ma bulle. Nous, on serait pas venus, rassure-toi. Non, sincèrement, j'étais dans ma bulle, j'étais pas très ouvert, j'étais super fermé parce que je peux pas tout dire, mais ça a été vraiment, vraiment compliqué. J'étais plus ou moins seul pour revenir. Mais ça a été une belle épreuve parce que c'était une épreuve où on dit ce qui ne tue pas rend plus fort. Je peux te dire que avec cette histoire, ça m'a bien blindé et après j'étais bien chaud quoi. Très bien. Août 2012, Anthony Réveillère, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu n'aurais pas eu un accord entre l'OL et le Paris Saint-Germain, incluant Milan Biševac, et finalement ça ne se fait pas? Tu parlais du fait de ne pas avoir regretté ton choix. Est-ce que c'est une étape compliquée pour toi? Parce que tu parlais de faits qui pouvaient faire le buzz. Là, moi, je m'en rappelle très très bien, ça l'a totalement fait le buzz parce que finalement, un peu comme ce qui se passe avec Reine Adélaïde, là, avec Séville,
où ça se déplace et puis finalement ça revient parce que test non concluant. Est-ce que c'est un petit regret cet épisode-là? Sincèrement, non. Non. Moi déjà, j'étais bien à Lyon. C'est vrai que j'ai senti que bah, si je pouvais signer là-bas, c'était bien. Donc, J'étais bien à Lyon, mais si je pouvais être ailleurs, on l'aurait voulu, quoi. ouais, non, mais en fait, pas moi, hein, pas moi, Ah mais oui, je sais, j'ai bien voilà, compris. j'ai senti de la part du club. Alors bon, tu sais, c'est après tous les départs aussi de crise, des Mais les dinosaures. départs à Lyon, c'est un délire. Hein. À chaque fois, ça se fait toujours en autre boudin. Je comprends pas. Ouais, non, et en fait, si tu veux, j'ai beaucoup réfléchi et tout, et après, bon, après, je me suis dit, bon, c'est quand même Paris, je sens pas qu'on me retient, il me reste un an de contrat. Bon, et en fait, bon, on se met d'accord avec Paris, donc avec l'échange, tout ça. Et je fais mon dernier match à Rennes, je fais un gros match, euh, vraiment un gros match, où je crois que je finis avec les crampes. Et voilà, pour dire, c'est mon dernier match, mais je le fais bien, quoi. Voilà. En plus, pour la petite histoire, c'était dernier match contre mon club formateur. Voilà, je trouvais qu'il y avait des signes. Ouais. Il y avait des signes, ouais, et finalement, non. Non, je suis monté à Paris, ouais, test pas concluant, je sais pas. Sincèrement, j'y crois pas. J'y crois pas parce que il y a Raiola avec Van der Wilde qui signe après. J'ai un doute. J'ai un doute. Je pense que c'est une petite excuse. En fait, où j'ai hésité avant d'aller à Paris, c'est que j'ai pas eu le coach. Ah oui, c'est bizarre. Et sincèrement, je crois que j'ai eu personne du club. Ouais, donc t'étais un nom sur une Ah, liste. ouais, en fait, pas... c'est surtout ça. C'est que j'ai eu personne du club, mais moi, j'y allais. On y va, c'est Paris. Ils sont chauds. Vas-y, Il y avait chaud. Zlatan, il y avait Thiago Silva. Eh, c'était la Et, création Pastore, je ouais, crois. ouais, non, mais je crois en plus, je crois que c'était, ouais, ils étaient champions. Enfin, ils commençaient à avoir vraiment une Ancelotti. Mais c'est vrai que j'ai personne. Mais en fait, je cherche pas à avoir quelqu'un, quoi que ce soit, à me faire séduire ou le truc. Mais je sens pas qu'ils me Oui. veulent faire un échange. Ok. Et j'arrive, tac. Bon, on me dit c'est pas possible et tout. Sincèrement, je suis pas resté longtemps dans la capitale. Je suis arrivé la veille au soir, je fais mes tests. On m'a dit il y a un problème. J'ai dit pas de problème. J'ai dit je rentre sur Lyon. J'ai dit ça va pas se faire. J'ai dit je rentre sur Lyon. Ouais, très bien, allez, je me casse. Mais tu sais que Leonardo, il m'a sorti le billet direct 10 minutes après. Ah oui, bah, J'ai c'était dit, déjà imprimé, quoi. donc, soit ils avaient la machine, ou soit Ah, c'était il déjà. travaillait peut-être à la SNCF, hein, tu sais pas. Hein. Donc, moi, si tu veux, en fait, je suis parti et j'ai même pas été frustré. Ça m'a plus fait sourire qu'autre chose parce que, Ok. après, quand j'ai vu un peu le truc, quand j'ai vu un peu dans les discussions, un peu parler avec Leonardo, bon, qui me disait ouais, je suis désolé, c'est compliqué, on peut pas, non, j'ai dit moi, pas de problème, je suis sous contrat encore avec Lyon, donc je vais retourner à Lyon. Et en fait, tout de suite, je suis en mode ok, pas de problème. Je retourne à Lyon Reconquête. et je veux jouer. Et en fait, j'avais un autre petit souci à l'autre genou, pas celui dont je ne m'étais pas fait opérer. Et on commence à me dire, ouais, Anto, le genou, tac, tac, tac. J'ai dit, non, le genou, ça va, j'ai arrêté, il n'y a pas d'opération, il me reste un an de contrat. J'ai dit, je veux jouer en fait. Vous avez vu le match à Rennes que j'ai fait, vous me parlez de mon genou, mais si vous voyez le match à Rennes, il n'y a même pas de doute en fait. Donc je veux jouer. Donc je me rappelle, il y a un match, quand je reviens, il y a un match de championnat. Je ne peux pas jouer parce que je m'entraîne pas de la semaine. Mhm. Et je demande à parler au président directement. J'ai dit, président, je vous demande juste une faveur. Je veux jouer. Je veux pouvoir m'entraîner et je veux pouvoir rejouer.
Et il m'a dit ok, pas de problème. Il me dit lundi tu reviens et c'est reparti. Et entre-temps, j'avais vu un professeur tout ça qui a commencé à vouloir m'orienter vers la table. J'ai dit, je me suis pas fait Arrêtez opérer. avec cette putain de table, Je c'est me suis bon. pas fait opérer pour l'autre genou. Je me ferai pas opérer celui-ci. J'ai dit ça va très bien. J'ai dit, vous avez vu. Je connais mon corps et puis voilà. Et puis je fais six gros mois. Après je me blesse. Mais ou justement 6 gros mois, mais on lutte avec Paris, Ah oui, on oui, est c'est une grosse saison. plutôt bien. Puis après sur la deuxième partie de saison, on lâche un petit peu. Mais non, ouais, c'était vraiment en fait déjà j'avais la rage déjà de Bien sûr. cette histoire d'échange, de si on veut pas de moi et tout, et puis dire ouais je suis pas cramé et vous allez voir sur le terrain et puis t'as la rage aussi pour montrer à l'OL à tout le monde que ouais la meilleure Oui. elle est là. Et l'ironie, c'est que Bisevac finit par venir. Donc finalement, l'échange, il a arrangé. Mais du coup ça n'a pas annulé l'échange parce que lui c'est Bah, vrai c'est qu'il ça. avait signé du départ. Bah oui. Et finalement, bah, en fait, ils ont été obligés de me reprendre parce qu'ils n'avaient pas le choix. Bah voilà. Bon, bah, c'est une histoire qui se termine finalement plutôt bien. Anthony, je vais te proposer question courte, réponse courte, si tu le veux bien. Meilleur souvenir à Lyon, tu me réponds quoi? Real Madrid, 3-0? 3-0. L'ambiance surtout. Ouais. L'ambiance, Pire souvenir à Lyon? La blessure. C'est bien dans la parole. T'attendais autre chose. Non, même pas. Enfin, non, pas du tout. Meilleur coach que tu aies eu? À Lyon, hein. Mhm. Paul Le Guen. Très bien. Donc à Rennes aussi. Finalement, c'est le même aussi. Ouais, à Rennes, mais à Rennes, c'est pas celui qui qui m'a lancé en pro. Mais non, et ça correspond aussi aux années où, pour moi, on a joué le meilleur football. Après, il y a eu aussi Gérard Houllier, mais pour moi, il prend la suite aussi L'héritage. de la patte Le Guen. Ouais. C'est bien de le dire parce que c'est pas souvent Et entendu. pour moi, Paul Le Guen qui a été sous-estimé par rapport au Sous-coté. travail qu'il avait fait. Ouais, sous-côté. Meilleur joueur côtoyé. Allez, je t'en accorde 3 si tu veux. Comme ça te fera moins d'ennemis. Ah, il y en a beaucoup, hein. Ah bah c'est... Oui. Ah, tu le demandes aujourd'hui, il y en a beaucoup, moi, hein, je te le dis. Mais à l'époque, ouais, c'est sûr. Non, meilleur joueur, moi je vais te dire, franchement, j'ai joué avec des joueurs extraordinaires. Après, tu me dis à des postes, tu vois, C'est plus ne simple. serait-ce même gardien de but. Gardien de but, tu me dis Coupet, pour moi, c'est un monstre. Mais même encore Bien aujourd'hui, sûr. c'est dans ses sorts, comment il sortait face aux joueurs, t'avais pas d'angle. Maintenant, je vois les gardiens, ils plongent, et non, lui, il avait une façon, il avait un jeu au pied et tout. Tu vois, déjà par rapport à ce poste, tu vois, déjà, pour moi, c'était un Ouais. monstre. Bah, on peut mettre Coupé, hein. Ça Et fait 1. ouais, non, après, il y en a plein d'autres. Mais moi, sincèrement, je vais te parler de 2 joueurs que j'ai vu grandir, que j'ai vu arriver. C'est Benzema et Ben Arfa. Ok. Sincèrement, après, je peux te sortir plein de joueurs. Non, mais Franchement, revenons sur Benzema et Ben Arfa. Tu connais le sempiternel, pas débat, mais qui était le meilleur, qui n'était pas le meilleur, etc. Est-ce que tu es d'accord avec la vision un petit peu facile que Benzema était moins doué que Ben Arfa, mais que finalement, c'est le travail qui a fait la différence? Ou alors, est-ce que Benzema était Non. aussi stratosphérique et que son travail l'a amené Ballon d'Or? Sincèrement, peut-être en jeune, parce que j'entends dire ça. Les deux, c'était 2 profils différents. Mais Benzema devant le but à son âge, c'est incroyable. Ben oui. Et même je te dirais, même dans
dans sa gestuelle, dans sa précision, dans sa prise de décision, ses enchaînements. Lui, pour moi, il sent le football. C'était le haut niveau direct. Mais tu sais, aujourd'hui, ça me fait rire qu'on dise c'est le ballon d'or, c'est le meilleur joueur au monde, mais ça fait des années que c'est un joueur comme ça. Ça fait des années que c'est un joueur il a toujours joué comme ça. C'est un joueur qui peut décrocher, qui joue dans le jeu, qui fait jouer les autres. Bah oui, bah bien sûr. Et dans les 20 mètres, quand on faisait des centres reprises, je me rappelle, il reprenait toujours le ballon plat du pied. Mais plat du pied, tu sais, mais pas un plat du pied, il subit, tu vois. Il a son ballon, il rentre dans le ballon et une précision. Tu vois, qui pourra t'en parler, je ne sais pas si tu l'auras dans ton émission, mais c'est Bernard Lacombe. Lui, c'est le spécialiste des attaquants. On l'a souvent contacté, il devrait venir normalement. Donc, si tu peux nous aider à l'avoir, je prends. Sache-le. Il l'a vu. Sincèrement, c'était incroyable. Et Ben Arfa, c'était. Moi, je me le coltinais. Hein. Bah oui. Il me faisait courir dans tous les sens, il s'arrêtait, il repartait. Mais c'est. D'ailleurs, on l'a vu, pour moi, on l'a trop peu vu. Mais quand on l'a vu à une période où ils jouaient tous les deux. Ah oui, non, mais c'était. Il se trouvait tout seul. Après, tu sais, dans le football, c'est pas juste. Il y a aussi cette connexion entre le passeur et celui qui va finir. Mais il y a aussi l'intelligence des appels, le timing, tout ça. On se comprend, ouais. Et eux, ils se comprenaient. Mais je pense où des fois, ça peut être compliqué. Et puis encore une fois, tu sais, quand tu es jeune, c'est dur. Tu gagnes de l'argent, tu es beaucoup médiatisé d'un seul coup. Et de plus en plus. Et tu n'es pas préparé à ça. Personne n'est préparé à ça. Et ça, je pense que c'est ça le plus dur. Et après, le plus dur, c'est de rester focus sur le ballon. Et c'est là où il a été bon, Karim. C'est qu'il avait sa famille. Il était déjà, je pense, coucouné, préparé. Je pense il conditionné pour être un grand joueur. Mais je pense qu'il était très, très protégé. Et puis, il allait à l'essentiel, quoi. Je pense qu'il avait ses potes, il rentrait chez lui. Je sais même pas, enfin, je connais, mais il me semble qu'il vivait encore chez ses parents. Tout départ, ouais. Ben Arfa, c'était différent. Lui, il était déjà, je sais, parce qu'on habitait pas loin l'un de l'autre, et c'est moi qui l'emmenais tous les matins à l'entraînement. C'est différent. Il était tout seul, et tes parents, ils sont à Paris, voilà, c'est important de le signaler aussi. T'es moins couvé, quoi. Et ça peut jouer. Mais quel joueur? Je disais Govou qui disait Sidney qui disait qu'il aurait pu il aurait pu s'asseoir à la table des grands. Mais c'est vrai. Ah bah bien sûr, quand on parle de talent intrinsèque, c'est évident. Autre question, tu as joué à Valence, tu as joué à Naples, tu as joué aussi en Angleterre. Des championnats comme ça, un petit peu européens, c'est lequel le meilleur? Je parle bien de championnat. Tu n'as pas fait des petits clubs. Espagnol? Ah. Pourquoi? Quelles sont les différences que tu as marquées? Jouer au ballon. Ça respire le foot. Au ballon, les terrains, c'est des caviars. Moi, j'ai joué que 6 mois à Valence, mais déjà, quel club? Ouais, bien sûr. Non, mais c'est. Là, aujourd'hui, je pense que ça parle moins aux jeunes Valence. Mais à mon époque, c'était la Ligue des Champions. Ils avaient du Pablo Aimar. Non, mais il y avait des joueurs. J'ai joué avec Pablo Aimar. Bah, bien sûr, c'est évident. À Mestalla, quel club? Enfin, quel stade? Et tu sais, en deuxième partie de championnat, j'ai été. Tu sais, deuxième partie de championnat français,
on bétonne. Les équipes sont à la fin, ça Perd pas de bétonne points. et ça joue un compte, ça joue les corners à fond. Par exemple, les équipes qui jouaient contre nous à Gerland, elles se découvraient pas, tu vois. On débloquait par Juni un coup franc, un corner pour que Oui, c'était à l'arraché. T'avais pas d'espace. Là, en Espagne, à mon époque, peut-être moins maintenant, parce que je parle avec Clément Grenier, où ils sont plus dans un aspect défensif. Okay. Mais à mon époque, le dernier venait jouer chez toi pendant 20-25 minutes, tu voyais pas le ballon. C'était la foudre. Il te tournait chez toi. Par contre, à la fin du match, tu leur mettais 4-0. D'accord. Ouais. C'était débridé. Jusqu'à la fin mais jusqu'à la fin de la saison, ils jouaient avec, si tu veux, avec leur identité et c'était par le jeu. Et ce qui m'a le plus surpris quand même parce que j'ai eu Rafa Benitez à Valence et à Naples, qui est un grand entraîneur. Ah bah oui. Et en fait, ce qui m'a marqué Liverpool le plus, aussi. Bah oui. Liverpool. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est quand je suis arrivé de France en Espagne, les intensités à l'entraînement. Mais pas les intensités, si tu veux, physiques, du travail physique, mais l'intensité dans les petits jeux, mais que les joueurs mettaient en fait. C'était les joueurs qui mettaient cette intensité-là. Sincèrement, j'étais rincé quand je suis arrivé. À chaque fin de séance, j'avais 22 ans, je suis jeune. Bien sûr. Moi, je crains rien. Rincé. Et c'est là où j'ai compris que tu as quand même des différences dans les championnats, comment on aborde nos matchs, et ce que tu mets comment aussi, on voit ce le que foot tu conditionnes aussi dans ta semaine. Ce que tu conditionnes dans ta semaine pour le week-end, quoi. Bien sûr. Et ouais, ça m'a marqué, ça. On va parler ensuite de ta carrière internationale, si tu le veux bien. On va faire un petit focus équipe de France. Bon, ton nombre de sélections, je te le demande pas. J'imagine que tu l'as. Normalement, c'est 20 sélections. Ouais. Et ton nombre de buts, ça devrait pas être très compliqué. 1, voilà. Eh ben c'est bien. Mais c'est bien un but. Attends, en équipe de France. Tu as eu. Mais ouais, Ah ben bien sûr. Ah ben, c'est toujours un but de plus que moi. Donc déjà, je respecte. Tu as eu Santini, Domenech, Blanc, Deschamps. Moi, j'avais envie de t'entendre plutôt sur la période Laurent Blanc, parce que bon, Neissna, tu auras une petite question piège sur Neissna, mais sur Laurent Blanc, qui est l'actuel coach de l'Olympique Lyonnais. Comment tu pourrais décrire la méthode Laurent Blanc et est-ce que globalement, tu as apprécié évoluer sous ses ordres? Ouais, j'ai bien aimé Laurent Blanc. J'ai bien aimé. C'est Euro 2012, si je dis pas de conneries. Oui, avec Jean-Louis Gasset et puis tout son staff qu'il avait constitué, notamment, tu sais, les kinés. Il y avait des kinés, en fait, pas dans tous les clubs un peu français où il était passé. Il avait pris vraiment les meilleurs de chaque. Et préparateur qui est à l'OL maintenant. Christophe Lambert. Ou je sais plus qui. Si c'est Lambert, mais je sais pas si c'est Christophe parce qu'il y a un acteur qui a le même nom, mais ouais, très bon préparateur. Non, c'était pour moi, c'était un bon entraîneur. Alors après, c'est difficile, tu sais, parce que sur les sélections, c'est pas la même chose qu'un entraîneur en club. Ouais, mais est-ce que sa mission à l'OL, actuellement, ça ressemble pas finalement à être sélectionneur, parce que là, il a un objectif hyper court, hyper ramassé, et pas forcément un choix de joueur époustouflant. Est-ce qu'il ne peut pas jouer sur les mêmes ressorts? Est-ce que tu peux nous traduire un petit peu la méthode Laurent Blanc? La méthode Laurent Blanc, c'est quelqu'un qui ne te fait pas douter déjà. Ok. Il est calme, il a aussi cette stature avec sa carrière qui fait que je pense que ça
pèse dans le déjà, game. ça te. Ouais, ça donne quand même un certain respect quand tu as un monsieur comme ça qui dit quelque chose. Il en a connu des sélections et puis des grands clubs. Donc il a toute cette expérience-là. Et non, je pense que. Moi j'aurais bien aimé, En et je club. sais que ça aurait pu se faire, j'aurais bien aimé Laurent Blanc avec Jean-Louis Gasset à l'époque. Je crois que c'était. Je sais pas si c'était pas vers 2008, avant Perrin ou après Perrin. Et j'aurais bien aimé voir Laurent Blanc avec, voilà, avec le groupe qu'on avait à l'époque. Après, tu sais, Il a peut-être moi changé avec le j'étais temps aussi. directeur. Non, tu sais, rapidement, j'étais directeur sportif dans un club amateur là, avec Chris. C'était Euh, Gaulle FC, si je dis pas tu de sais, bêtises. ouais, c'est Gol FC où tu as une vision complètement différente, tu sais, du métier parce que tu as été joueur. Donc tu fais pas attention à grand chose et quand tu passes de l'autre côté, peut-être tu vois toutes les problématiques. Ok, intéressant. Et forcément, tu as l'entraîneur avec les joueurs, mais tu as beaucoup de choses à gérer en fait autour. Et pour moi, bien sûr, Laurent Blanc, c'est ce qui doit travailler sur le terrain et tout, mais tu sais, tu as beaucoup de choses à travailler aussi avec les joueurs. Tu sais, tu as les joueurs, là, c'est ce qu'on m'a cru me dire, qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas heureux à l'OL, qui étaient. Bon, mais on va en parler Justement, qui de jouent pas. l'actualité OL après. Bah, c'était avec nous, hein. Mais On tu parle vois, d'actu c'est après. après il hérite aussi d'un groupe avec lequel il doit composer, il doit s'adapter assez rapidement. C'est pas forcément évident de mettre les bases. Et après, je pense que c'est aussi Il les hérite têtes à d'un remettre à l'endroit. environnement. Il hérite d'un environnement aussi, tu vois, où c'est pas non plus L'environnement, tout rose. Hein. il a attendu, et puis j'ai envie de te dire, voilà, c'est faux. Et je pense qu'il faut remettre les têtes à l'endroit aussi à l'OL. Et puis Et les pieds, et tu sais, pour tu me certains. parlais de des trois joueurs, Ouais. joueurs qui m'avaient impressionné à l'OL. Moi, je veux dire ce qui m'a impressionné quand je suis arrivé à l'OL. Et je pense que ce qui s'est peut-être un peu perdu, Dis-nous. c'est la culture de la gagne. Ah, bah, Sidney La culture de la Govou, gagne. en live, nous l'avait dit il y a quelques mois. Non, mais je te dis parce que moi, j'ai connu Rennes. J'ai joué aussi avec pas mal de joueurs dans les sélections de jeunes en équipe de France, où il y avait beaucoup de Lyonnais. Il y avait Bréchet, il y avait Malbranc, Roland Vieira, Olivier Bernard, Suchet, Ribeiro. Je ne sais pas si tu les connais tous, mais Si. c'est des jeunes. Pas tous, non. Ils n'ont pas Je tous mens un percé, peu. mais Quelques-uns. et attention, c'était des joueurs incroyables, mais ils avaient une connexion, mais tu peux même pas imaginer quand tu les voyais, déjà les quatre de devant, ils pensaient qu'à marquer et à faire gagner leur équipe. Et tu sentais que c'était des compétiteurs, mais ils étaient jeunes. Et tous ces jeunes qui montaient, tu sentais qu'ils arrivaient avec cette culture de la gagne. Et moi, quand je suis arrivé à l'OL, ce qui m'a le plus impressionné, c'est dès les entraînements, tout ça. Tu sais, des fois dans des clubs, peut-être tu gagnes, tu perds, t'en fous en fait. Bah, comme Et Lyon en fait, aujourd'hui. ça Hein. commençait par là, tu vois. Mais ça commençait par là, et tu vois, quand on était champion, moi je suis arrivé après 2 titres. Bien sûr. Et finalement, T'en j'ai as fait senti 5. que ouais, ici, ils aiment pas perdre. Et quand tu perds, c'est. Alors, tu sais, t'as pas une pression non plus, tu sais, dans la ville extrême. Mais tu sens que, ouais, ils aiment pas ça, ils l'acceptent pas aussi facilement et ils passent à autre chose. Et ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. Et je trouve que. Et finalement, je sais pas si toi, tu vas peut-être mieux me répondre que moi, tu sais, finalement, on va changer les rôles. Mais si ça se sentait aussi, si ça se sentait des tribunes, tu vois. Parce que finalement, pour moi, tu sais, la culture de la gagne, c'est quand tu as des guerriers aussi sur. C'est pas que des beaux footballeurs. Tu sais, on peut pas être que beaux footballeurs. À un moment donné, tu dois avoir des bases. C'est les duels. C'est gagner tes duels. Si tu gagnes tes duels, tu gagnes le match. Mais moi, je vais te dire ce qui était marquant en fait, et ce qui pour moi est un marqueur prédominant, c'est que on s'identifiait à l'équipe. C'est-à-dire que quand tu avais un match de merde,
bah, tu savais que tes mecs en face, ils galéraient, c'est-à-dire vous, on le savait. Mais on était ensemble parce qu'un match compliqué, sous la pluie, voilà, il y a l'horloge de Gerland, tu vois que ça commence à tourner et que le match était en tension. Mais en fait, il y avait d'identification. On arrivait à s'identifier à l'équipe, c'est-à-dire que toi, tu prends de la pluie, toi, tu vois que les mecs, ils mettent le pied, que voilà, ça joue pas bien. Et ben, on s'identifiait, on se disait, putain, on a 11 guerriers, tu vois. On sait qu'il y en a des techniques, on sait qu'il y en a un, il va charcuter, on sait qu'il y en a un, il est bon de la tête, etc. Mais on pouvait s'identifier. Et ce que tu disais, et je pense, moi, je partage le même constat, c'est qu'aujourd'hui, on ne s'identifie pas à cette équipe-là et que cette culture, pas forcément de la gagne, mais de ne pas accepter la défaite, tu vois. C'est juste ça, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'on a le discours inverse, c'est-à-dire qu'on minimise chaque défaite, on minimise chaque match nul. Sauf que pour moi, c'est une question de dynamique. Et quand tu n'as pas la dynamique de la haine de la défaite, ben, tu as finalement la dynamique de l'acceptation de la défaite. Et ça, c'est pas ouf. Mais à votre époque, qui n'est pas si vieux que ça, hein, attention, hein, le truc, c'est qu'on s'identifiait aux 11 mecs et on savait que un match où ils sont flamboyants, on va prendre du plaisir. Un match où ils sont pas flamboyants, on sait au moins qu'on va pas baisser le froc. Il y avait ce truc-là, cette reconnaissance. Donc, bien sûr qu'on le ressentait. Là, c'est marquer son territoire aussi. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Mais là, quand on voit des gens qui passent à travers un match, qui passent à travers des saisons, qui passent à travers le blason, et ben finalement, ça crée du ressentiment. Et c'est pas bon parce qu'après, tu as les tribunes, tu as l'équipe, ben, ça communique pas, ça communique plus. Tu as des supporters qui vont soutenir le blason, mais qui vont pas forcément soutenir les mecs qui le portent ou l'équipe qui est censée les représenter. Ouais. Pour moi, il y a ce problème-là un peu aujourd'hui. Mais on va en parler justement de la situation et de l'actualité de l'OL, parce que ce n'est pas l'interview de moi. Moi, c'est bon, toutes les semaines, ils me voient, ils n'en peuvent plus, les gens. L'actualité de l'Olympique lyonnais, cher ami. Donc, tu en as déjà un peu parlé, culture de la gagne un petit peu manquante. Est-ce que ça t'inquiète finalement, toi, la situation de l'Olympique lyonnais actuellement ou alors est-ce que finalement, tu as joué dans des grands clubs, hein, Valence, ils ne sont pas champions tout le temps, Naples, ils ne sont pas champions tout le temps. Est-ce que finalement, c'est un cycle passager ou alors est-ce que c'est finalement, on récolte le mauvais travail de l'OL de ces dernières années, depuis des années, pardon. C'est dur parce que tu sais, moi, pour rien te cacher, je ne regarde pas tous les matchs. Ah bah, c'est pour ça que tu es heureux alors. Non, je suis l'actualité parce que tu regardes un peu les résultats, tu te tiens au courant forcément parce que les gens en parlent et puis Bien sûr. Tu as envie d'être au courant et puis s'il y a des discussions et tout. Mais ouais, tu sens qu'en fait, c'est pas clair. Et puis tu sais, il y a des choses aussi. Alors, je sais pas, je me trompe peut-être, mais quand tu vois Genesio et puis Flo Maurice qui réussissent à Rennes, alors qu'il n'y a pas si longtemps, ils étaient chez nous, tu vois. Et ouais, mais qui est resté depuis leur départ? Je te pose la question. Comment? Qui c'est qui est resté depuis leur départ, finalement? C'est la direction en place. Et ben oui, c'est la direction qui n'a pas changé. Oui. Donc forcément, en fait, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit dans le club. C'est la culture de la loose qui se transmet. Et quand tu vois, à l'époque, peut-être que Jean-Michel Aulas, il était dur avec vous au niveau des contrats. Peut-être qu'il était dur avec vous après des matchs. Je ne sais pas comment ça se passait, mais on avait l'impression que le club était tenu. Là, on a l'impression que le club se délite. Et c'est ça qui est problématique. Après, moi, sincèrement, pour moi, alors après, c'est toujours facile de parler de l'extérieur et tout, mais moi, j'ai ma propre vision. Aujourd'hui, avec l'effectif qu'il y a, pour moi, l'effectif, il est bon. L'effectif, bon, je le trouve un peu jeune. Un peu en fin de cycle, chez certains peut-être, quand même. Après, ouais, après ça, c'est des choses que tu dois gérer, ça. Tu sais, c'est comme l'affaire Marcello pour moi. Évidemment. Tout le monde s'est mis une balle dans le pied. Moi, j'ai pas compris. Il faudra qu'on m'explique. Malgré
tout ce qui se passe, je peux te dire qu'il s'en passe des choses dans les vestiaires. Moi, en premier, j'ai fait des choses où j'aurais pu me retrouver en réserve. Mais quand tu prolonges Marcelo de 2 ans et que tu as l'impression que bon, il a fait un truc qui n'a pas plu et tout, et qu'on lui dit maintenant il faut partir, est-ce qu'il n'y a pas une autre gestion, sachant que en le prolongeant, tu en fais ton taulier, tu vois, et finalement, tu n'envoies pas des bons messages. T'envoies pas des bons messages parce que et nous on a joué contre lui. Il a été irréprochable, il a été très professionnel, tout à son honneur. Mais je peux te dire, ça n'a pas dû être facile pour lui. Et je peux te dire qu'il a été tout seul dans cette situation. Ah bah là, Et bien sûr qu'il a peut-être déconné tout ça, mais j'ai trouvé que la sanction, tu sais, la sanction, j'ai trouvé, elle a été lourde. Et pour moi, cette sanction. Alors bien sûr, c'est toujours facile de sanctionner, mais pour moi, tu dois avoir aussi de la communication. Et qui a pris vraiment ces sanctions? Même si le coach il est fâché ou tout ça, mais à un moment donné, le joueur il est pas mauvais du jour au lendemain. Ça reste quand même le joueur que vous avez voulu prolonger et qui a été bon la saison d'avant, et que maintenant il est médiocre parce qu'il a fait une connerie. Et je pense que tu as des choses que tu peux améliorer. C'est une approche. Après, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Mais je pense. Non, mais pourquoi lui, par exemple, a été éjecté? Moi, je suis pas forcément contre parce que je voulais pas le prolonger. Donc finalement, je suis dans ma cohérence. Je veux pas le prolonger, il s'en va, je suis cohérent. Mais là où c'est pas cohérent, c'est justement pourquoi on n'en écarte pas aujourd'hui, alors qu'ils n'ont pas finalement le basique du footballeur, c'est-à-dire une hygiène de vie, entre guillemets. Là, je parle pour Reine Adélaïde. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est son futur pseudo-employeur, c'était Séville. Il n'a pas le niveau pour jouer à un football professionnel. Donc, je ne vais pas l'accabler parce qu'il est aussi blessé. Sincèrement, entre nous, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Je ne sais pas s'il joue beaucoup avec la réserve. Oui, c'était un peu logique aussi, peut-être. Et le joueur était en... Enfin, quand ils le prennent, ils savent très bien. Alors après, est-ce que c'est vraiment ça sur des tests? Alors peut-être qu'il n'était pas à 100%, mais est-ce que tu vois vraiment sur des tests qu'il ne peut pas être opérationnel? Ou alors, moi, je pense qu'il y a vraiment d'autres soucis, que ce soit le genou, ou j'irais même plus. Est-ce que c'est pas une histoire contractuelle avec des agents, ou tu sais, c'est. Moi, j'ai vécu ça à Paris. Je t'ai fait une allusion. Et il a peut-être fait une réveillère, hein, finalement. Non, mais j'ai fait une allusion tout à l'heure. J'ai failli signer à Marseille aussi, après lui. Ah, oula, attention, t'es sur une chaîne lyonnaise, là. mais ça s'est pas fait. Bien sûr. Mais c'était pas pour une raison forcément. Physique. Ouais, c'était pas encore le genou. Et ce que je veux te dire, c'est que tu sais, après, c'est de la communication et tout. Le joueur, il sait. Il le dira peut-être jamais. Le joueur, il sait. Après, tu sais, ces clubs-là, ils sont obligés de faire de la communication, de glisser le truc. Okay. Mais toujours est-il qu'il reste lyonnais. Mais je trouve que tu as des joueurs. Aujourd'hui, pour moi, l'équipe, elle est un peu jeune. Elle manque un peu de taulier. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher Lovren. À l'image de Marseille, à l'image de Lens, ils ont peut-être un peu plus de maturité, plus de punch. En tout cas, ça, c'est sûr. Mais Lyon, je trouve, c'est un peu jeune. C'est un peu jeune sur notamment, tu sais, les lignes un peu arrière. C'est pour ça, comme tu dis, ils ont le recrutement de Lovren. Oui, paraît cohérent. Mais ça manque de leader aussi. Ça manque de leadership, de patron. Voilà. Après, il y a de la qualité. Sincèrement, il y a de la qualité. Et après, comme tu dis, je pense que on le voit dans la presse, ça tire un petit peu sur tout le monde, sur la direction, sur tout ça. Il n'y a pas une union. Ah bah non. Et pour moi, je pense, et c'est ma vision des choses, parce que j'étais un petit peu directeur sportif dans un petit club, mais que tu peux transposer dans tout ça. Bien sûr. Et ça n'a pas été forcément facile pour Johnny non plus, mais on ne connaît pas toutes les histoires et c'est difficile de s'exprimer là-dessus.
et un peu trop facile à mon goût de tout remettre sur lui. Parce qu'il y a beaucoup de décideurs, hein, et je pense que Un c'était peu pas le trop, seul peut-être. décideur. Et c'est vrai que, tu sais, même on parlait tout à l'heure des départs de Flo Maurice avec du très bon travail pendant des années. Ouais, moi je pense, sincèrement, ça n'engage que moi. Pour moi, il aurait mérité d'être promu directeur sportif. À Ou de cette travailler époque-là, avec Juninho aussi. je pense qu'ils auraient pu travailler ensemble. Ouais. Ah bah, Après, tu sais, c'est comme dans toute entreprise, il faut donner des fonctions bien précises à chacun. Et ce que la Je direction pense n'a qu'il pas faut fait. Mais on travailler, en reviendra toujours au même point, mais Anthony. il faut travailler main dans la main, c'est-à-dire que, tu sais, directeur sportif, tout ça, on a beau dire, c'est pas que du recrutement. Certes, c'est du recrutement pour aller chercher, pour vendre et tout, mais c'est aussi de la gestion quotidienne. C'est du social, hein. On va pas se mentir, hein. C'est du social. Hein. Mais en épaulant le coach. Et tu sais, tu dois donner aussi. C'est comme quand tes parents, une éducation, tu sais, une ligne directrice et tout le monde doit Transmettre la tenir. culture du club. Celui qui adhère pas au projet, c'est pas grave, il s'écarte tout seul. On a une équipe réserve, il peut aller jouer là-bas. C'est ce qu'il faut faire actuellement. Le temps qu'il réfléchit, c'est tout. Mais tu sais, c'est. Il y en a eu à l'époque des grands joueurs qui ont fini en réserve. Hein. Pas se mentir. Hein. Comment ? À votre époque et tout, voire même, je sais pas, il y a eu du Gomis qui est allé en réserve, il y a eu du Bastos qui est allé en réserve, il y a eu du Brillant qui est allé en réserve. Il y en a eu, hein. Je vais t'expliquer un truc. Moi, je vais te dire, les générations ont quand même beaucoup changé. Moi, j'ai signé en 98. Donc, je jouais avec la réserve en 97-98. Les championnats en National 2, les réserves pro, c'était des matchs pro. C'est-à-dire, il n'y avait pas, il y a 2 heures de bus ou quoi que ce soit. Tu faisais les 2 heures de bus, tu n'étais pas retenu dans le groupe. Tu devais jouer déjà pour ta condition physique, parce que demain, si tu dois être prêt, tu dois être prêt physiquement. C'est pas les entraînements qui te donnent ce rythme. C'est très important. À l'image de Rennes Adélaïde. Hein. Et pour moi, mais ceux qui jouaient pas, ils jouaient en National 2 parce que demain, l'arrière droit pouvait se blesser, le milieu gauche pouvait prendre un carton rouge. Donc, dans la concurrence du moment, il n'allait pas jouer, mais il pouvait passer de National 2 à avoir fait une très bonne prestation et surtout de la condition physique, à être prêt d'entrer quand le coach. Mais aujourd'hui, ils veulent plus. Aujourd'hui, ils veulent plus parce que c'est la honte, c'est l'archouma de descendre en N2, alors que c'est peut-être leur passeport pour la une, c'est de faire, pas forcément tes gammes, mais de te conserver ta qualité physique à minima et pouvoir postuler après. Mais sauf que si tu fais pas cet effort... Et d'épauler les très jeunes joueurs qui évoluent en National 2, parce que je pense qu'ils en ont aussi besoin. Et je pense que, moi je le connais pas personnellement, hein, Marcello, mais je pense que c'est ce qu'il apportait aussi, parce que j'ai eu des échos, c'est que il jouait le jeu et puis il était là pour les jeunes. Après, je pense qu'il a trouvé, tu vois, dans son malheur, voilà, il a cherché la positivité et puis il jouait finalement. Et puis on attend des jours meilleurs, quoi. Mais ouais, tu sais, c'est toujours compliqué de dire, parce que même aujourd'hui, tu mettrais d'autres joueurs, peut-être un peu de sang nouveau, ça va marcher, un peu comme Tété. Tu sais, quand il est arrivé, il a été flamboyant pendant 3-4 matchs. Mais il rentre dans le rang parce à Lyon. Avant d'être un peu plus normal et tout. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Moi, il y a des choses où ça a changé. Tu sais, quand. Alors, je vais faire vieux jeu. Hein. Mais à l'époque, quand tu avais 4 défenseurs, et dans tous les championnats, tu regarderas, tu avais 4 défenseurs. S'il n'y a pas de problème, les 4 défenseurs, ils ne bougent pas. Hein. Il n'y a pas un changement. Maintenant, on te change l'arrière droit, on te change l'arrière gauche, on a 5 changements et tout. Ouais, tu as perdu en stabilité. Tu as quand même beaucoup évolué. Déjà, tu déstabilises un peu ta défense. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est si tu dois changer des choses, c'est déjà offensivement. Après, si défensivement, bon, forcément, si le joueur n'est pas bon, tu vas le changer. Mais s'il est bon, il est dans son match. Parce que c'est dur de rentrer dans un match. C'est dur. Mais tu sais, le football, je pense que tu mettrais peut-être
allez, même 3-4 renforts, est-ce que ça changerait marcherait tout. mieux? Bah moi je pense pas, parce que à partir du moment où ta culture entre guillemets du club n'est pas droite, n'est pas claire, n'est pas construite, tu peux mettre des hommes, tu peux mettre des coachs, tu peux mettre ce que tu veux, tant que tu n'as pas retrouvé la culture de la gagne que tu parlais. Peut-être que certains joueurs l'ont, mais peut-être que la direction, ils ont perdu le mojo, etc. Pour moi, dans tous les problèmes qu'on a évoqués, si tu remontes pas jusqu'à la tête de la pyramide, en vrai de vrai, c'est pas pour faire mon hater, hein. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand tu regardes des comptes d'une entreprise, il y a peut-être des branleurs à la compta, mais il y a très certainement un gars qui voit pas les branleurs à la compta. Et ça, c'est problématique, pour moi en tout cas. Avant de finir sur un petit questionnaire avec toi, j'aimerais juste entendre ton avis d'un professionnel international arrière droit, Malo Gusto, qui est peut-être en instance de départ en tout cas, mais je ne te demanderai pas de t'exprimer là-dessus, mais ton regard sur la nouvelle génération de latéraux et prioritairement celle de Malo Gusto, parce que pour ceux qui aiment bien les highlights et les jeunes, c'est un joueur formidable, attaquant, contre-attaquant, hors pair. Pour les gens qui aiment bien les arrières droits qui défendent, ils sont moins convaincus. Quel est ton avis, toi, sur Malo Gusto? Je pense que tu as fait attention à mon discours depuis le début, c'est que je suis assez porté à l'ancienne. Et pour moi, un défenseur latéral, il faut d'abord bien défendre. Et tu sais, et je l'ai vu à différents niveaux, c'est que je pense qu'il y a un problème sur ce poste, déjà, dans la formation, et puis il en manque. Ouais, c'est les stats. Ça cherche les stats, ça cherche, tu sais, avoir des stats à Dani Alves. Faire des passes décisives, marquer, ouais, je sais que c'est pas forcément. Alexander Arnold aussi, si on veut à peu près remettre Ouais, au goût alors du tu jour. vois, alors moi, là, je pense qu'il plonge un peu, mais tout le monde le critiquait, Alexander Arnold, à un moment donné. Alors c'est vrai que là, j'ai regardé un petit peu plus précisément. C'est vrai que il est un peu en il retard. y a quand même des lacunes défensives, mais quand il a commencé, tu sais, quand ils ont gagné avec des champions, je trouvais que il était bien, il était costaud, tu sais, c'est un peu comme au début, tu restes bien à ton poste, tu fais les Il choses prenait bien. pas Puis trop bon, de largesse, ouais. et il a un bon pied et tout ça. Ah bah oui. Après, tu sais, quand tu es champion, alors, ils n'ont pas été champions d'Angleterre, je crois. Si, ils ont été champions d'Angleterre. Non, ils n'ont pas été champions, ils ont failli. Mais tu sais, ils ont été en Ligue, ils ont gagné avec des champions et tout. Tu as l'impression que comme si, tu vois, c'était il a vu le Graal et que bah, du coup maintenant il allait Oui, jouer un trop peu. gagné, ouais. Ouais, puis finalement installé, tu vois, même limite indéboulonnable. Bon, on voit qu'aujourd'hui c'est bien parce que l'autre fois j'ai regardé un match, c'était Milner qui jouait et Arnold sur le banc. Aussi, je pense pour le piquer et puis pour que bah, ils prennent Bien confiance. sûr. Mais je pense en plus il sait le faire. Ils savent tous le faire parce qu'ils ont toujours du jus pour attaquer. Pour moi, si tu as du jus pour attaquer, tu as du jus pour défendre. Et tu dois être costaud défensivement. Enfin, tu sais, au-delà d'être costaud dans les duels, c'est déjà dans ton placement, d'être plus précis, de faire les bonnes couvertures, tu vois, d'être concentré aussi. Et c'est vrai que, et tu l'as vu même cette saison, pour pallier un peu, tu sais, ce problème chez d'autres aussi, hein, eh ben, on t'invente la défense à 5. On te met 3 défenseurs centraux et on te met et du coup, tu peux y aller en les piste. latéraux. Et en gros, bon, tu peux y aller. Si tu reviens, c'est mieux. Mais tu as la couverture, t'inquiète pas. Et finalement, bah là, c'est la porte ouverte à tout. C'est que là, c'est attaquer au Est-ce qu'il te convainc, le petit jeune? Est-ce qu'il te convainc quand même? Et est-ce que finalement, Chelsea qui est sur les tablettes, est-ce que pour toi c'est logique que ce type de profil soit désiré par Chelsea et titulaire à Lyon de surcroît? Alors, titulaire à Lyon, oui. Parce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui à Il son a poste. benché Dubois, donc c'est plutôt logique. Oui, oui, et puis après, bah, tu sais comment c'est. Ouais, bah après c'est la concurrence. Après, euh, ouais, ouais, ils veulent faire aussi monter les jeunes parce que tu sais, maintenant, c'est nouveau modèle économique. C'est que bah, nos jeunes, faut aussi qu'ils jouent. Et puis justement, pour avoir ces propositions-là, puis faire rentrer de l'argent dans les caisses. Après, moi, Ouais, c'est vrai. j'ai envie qu'on voit aussi plus loin, on ait des temps d'avance, tu vois, parce que si Malo Gusto part, je pense que là, aujourd'hui, ils sont pas contre, mais ils ont personne. Enfin, il faut qu'ils aient vraiment, tu vois, par exemple, Bah, c'est s'ils léger. ont Traoré de Rennes, c'est bien. Là, ils peuvent faire le deal. S'ils ont personne, ils ont un petit jeune derrière, et après, ça va être un choix par défaut. Et dans leur situation, il faut pas faire ça. Et le petit, il a 19 ans, je pense avec les chiffres et tout, il est déboussolé. Tu m'étonnes. Mais pour moi, il est encore jeune, il a encore une marge de progression. Il a la chance, hein, je dis bien la chance, de jouer à l'OL dans un grand club de France. Et, Ouais, mais toi, à cette et époque-là, cette opportunité-là, c'est de se dire, à Chelsea, il n'y en a pas un ou deux des arrières droits. Tu ouais, as Aspilicueta, tu as James. Tu vois ce que je veux Rhys dire? James, ouais, exact. C'est quoi hormis le contrat, l'ambition, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, il est installé, tu sais, il a aussi cette velléité où il y a aussi de la place en équipe de France. Voilà, déjà tu sais, d'être plus Sympa. armé, de corriger et de travailler encore plus son côté défensif. Et cette offre, il l'aura encore. Alors après, bien sûr, je pense que Peut-être pas. ça déstabilise toujours. Mais aujourd'hui, il a la chance aussi de ne pas avoir trop de concurrence, même Est-ce s'il que en avait, Lyon, ça, je est-ce que pense. Lyon est capable de dire non? Ça, je suis un petit peu moins persuadé. Alors après, je suis pas dans les comptes, mais en tout cas, si c'est moi, il faut quand même quelque chose de solide pour le remplacer. Ouais, ouais, Et, bah. et le mercato hivernal, on va dire que c'est pas le plus évident pour faire des bonnes Non, mais affaires. Et puis pour ils trouver. vont se faire des petits cadeaux. T'as Toko qui va aller à Rennes, t'as Traoré qui va aller à Lyon, et puis ça va se régler comme ça. Je pense. Je pense. Alors, si Traoré vient à Lyon, j'aime bien. Très bien, c'est dit. On va terminer, mon cher Anto, avec un questionnaire. Alors là, c'est simple. Il y a deux choix. Il faut que tu choisisses un seul. Et il n'y a pas d'explication possible. Ah, si, peut-être sur quelques questions, tu verras. On va commencer par un choix compliqué et qui n'a absolument aucun sens. Gerland ou Groupama Stadium? Ah, Gerland, Gerland. Houillet ou Le Guen? de Gwen. Direct. Ouais. Alors là, il y en a, attention, choix pas facile que de nombreux coachs ont eu du mal à trancher. Réveillère ou François Clerc? Ah, j'hésite. Ah ouais. Ah, Réveillère. Ouais, je suis d'accord avec toi. En plus, capitaine, t'es capitaine, c'est pas rien. Govou ou Nino Wiltord? Est-ce qu'ils t'ont accompagné sur l'aile droite? Ah, Govou. Hmm. Dernier choix. T'as parlé des deux. Jean-Michel Aulas ou Monsieur Lacombe? Ah, Jean-Michel Aulas. J'aime bien Bernard, hein, mais non, Jean-Michel Aulas. Bah, pour tout ce qui. Qu'on aime Pour ou on n'aime l'héritage. pas. Qu'on aime ou on n'aime pas, c'est ce qu'il a fait quand même. Et ce qu'il fait encore, parce qu'il est encore. Même s'il est plus sur le départ, mais il a fait des belles choses. Ah, c'est sûr que quand on parle au passé, c'est glorieux, mais tu sais, il faut savoir aussi soigner sa sortie. J'espère qu'il y arrivera, mais en tout cas, je pense que actuellement, on peut quand même lui imputer les problèmes de l'OL, mais en même temps, imputer les problèmes de l'OL actuel, il faut pas non plus oublier où on en est et grâce à qui on en est là, dans le bien comme dans le moins bien. On va terminer par le mot d'Anthony Réveillère aux supporters de l'OL. Si tu avais des choses à dire aux supporters, voilà, pour cette fin de saison, ce déclin, et voilà, cette fin de saison difficile qui s'annonce,
c'est ton moment. C'est le petit mot d'Anthony Réveillère aux supporters. Govou y est passé, tout le monde y est passé. C'est ton D'accord. moment cette fois-ci. Non, je dirais aux supporters, voilà, d'être toujours, d'être toujours derrière l'OL, malgré les problèmes. C'est que c'est pas facile, mais voilà, on n'oublie pas que les supporters restent le 12e homme, et c'est eux qui font aussi la différence. Et même si c'est pas toujours évident, et puis faire abstraction aussi un petit peu de tout. De toute cette actualité, pour moi, qui est nocive pour tout le monde, et finalement qui rentre dans les têtes. C'est la Et, dépression. Hein. et j'ai envie de dire de retrouver un petit peu les basiques. Les supporters viennent pour faire la fête et passer un bon moment. Et joue son rôle et insuffle justement cette envie aux joueurs, même si, tu sais, on peut inverser les rôles en disant c'est aux joueurs de nous donner envie. C'est pas faux. Mais ça peut être aussi l'inverse. Il faut être des fois, je dirais, positif et puis souhaiter le meilleur. Et surtout que toute la famille OL remonte au classement et puis termine de la meilleure des façons à cette saison, voilà, pour oublier ces petits problèmes. Et puis que tous ces petits problèmes se règlent avec la venue de John Textor, j'espère, pour manier un peu tout ça. C'est un autre débat, mais soyons positifs. Très bien. En Voilà. tout cas, que les dieux du foot t'entendent. Merci d'avoir été avec nous, évidemment, Anto. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire les souvenirs que vous aviez d'Anthony Réveillère, etc. En tout cas, on est très heureux de vous proposer ce genre de contenu. Voilà, 2023, retour des grands joueurs chez nous à Gonbach. Et je sais que la concurrence est folle. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Anthony Réveillère, c'est la crème de la crème. Donc, merci encore d'avoir été avec nous, Anto. Merci Je à laisse toi. mon cher Jeannot